Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission est enregistrée, je ne suis pas là. Voilà, tu m'entends, mais je ne suis pas là en fait. Cette émission a été enregistrée avant, elle va être très courte. Non pas parce que j'ai pas envie qu'elle soit longue, mais parce que j'ai pas envie de te prendre la tête pendant cette semaine de nouvelle année. Et qu'en plus, on est sur une émission particulière puisque l'émission qu'on va faire aujourd'hui, elle a deux particularités. La première, je ne peux pas analyser l'émission de base puisqu'en fait le matériel, c'est-à-dire le fichier que l'on m'a donné gentiment, parce que je ne sais pas si tu sais mais j'ai du mal à récupérer les qui veut être mon associé, il y a plein de protections, c'est compliqué, blablabla. L'émission d'origine, en fait on me l'a envoyé mais le son est de mauvaise qualité. J'ai réussi, moi personnellement, à récupérer cette émission-là qui donc, c'est la deuxième particularité, c'est une émission en fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus. En gros, dans les qui veut être mon associé, ils vont chercher les personnes qu'ils ont financées quelques temps après pour voir si le financement a porté leurs fruits, si l'entreprise se porte bien, qu'est-ce qui s'est passé, les nouveautés, etc. Donc en fait, cette émission va se découper finalement en deux parties. Il va y avoir la partie où on va repasser la rediff qui pour moi sera la première fois que je vois l'émission mais qui va être plus courte. Donc du coup, ça va créer une émission plus courte et une deuxième partie où on verra ce qu'ils sont devenus après. Et pour le coup, ça m'évitera de faire des recherches pour savoir si oui ou non ils ont vraiment été financés. Puisque là, en fait, on sait que du coup, c'est une émission avec Éric Larchevêque. Parce que j'ai vu quand même quelques images quand j'ai mis le fichier dans le logiciel. On va voir Éric Larchevêque qui revient sur ce qu'ils ont accompli grâce à son investissement. Voilà, comme ça tu auras eu tout, on va dire, les petites warnings d'introduction. Parce que c'est vrai que il faut préciser quand ça change un peu d'habitude. Bon. Avant d'attaquer, je te rappelle l'usage. Prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. C'est ce qui aide le mieux à référencer les podcasts parce que les podcasts, c'est dur à référencer. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet coaching, tu cliques et tu réserves 1 heure de formation, enfin de travail avec moi et toi et moi, enfin comme tu veux, tu as compris le truc. Enfin, pour finir, sur Amazon, tu tapes prise financière, tu as mes livres qui apparaissent en première page, tout en haut, c'est facile, tu cliques, ils arrivent dans ta boîte aux lettres. Je suis pas inquiet, si tu es motivé, tu vas trouver Patrick Magnéto. Nous allons maintenant vous donner des nouvelles de Marine et Jean-Sébastien. Ce couple d'agriculteurs avait marqué la saison 3 de Qui veut être mon associé lors de leur passage en plateau. Leur détermination et leur courage avaient touché nos investisseurs. 1 an après, ils reviennent avec nous sur ce moment fort en émotion. Dans l'agriculture, on n'est pas habitué à ce genre de scénario, d'aller faire un pitch devant des investisseurs pour qu'ils s'investissent dans notre société. Ce fut un moment très fort en émotion et en stress. Le pic de stress, c'est vraiment l'entrée sur le plateau. Alors c'est normal que ce ne soit pas habituel pour l'agriculture, d'abord parce que ça n'est pas, pour ainsi dire, le métier le plus scalable du monde a priori, mais si tu y réfléchis en réalité, c'est extrêmement scalable puisqu'en fait, tu achètes un champ que tu exploites ad vitam. J'ai même envie de dire qu'on a l'impression que ça ne l'est pas, mais ça n'est qu'une impression. C'est qu'un problème de point de vue. Je dirais que le père de la scalabilité, c'est l'agriculture puisqu'encore une fois, on achète un champ une fois et on l'exploite sur des générations en génération. Le problème par contre, c'est que c'est un métier physique, difficile et c'est un métier qui a été révolutionné plusieurs fois et où il n'est pas évident de voir se pointer la nouvelle révolution. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont proposer, je n'ai pas vu l'émission, j'ai hâte d'ailleurs de voir, mais je comprends qu'il y ait du stress parce que ce n'est pas courant, c'est un métier noble, c'est un métier qui est un peu délaissé et qui, je pense, n'est plus aujourd'hui valorisé à sa juste mesure. On ne se rend pas compte à quel point on est à 3 repas d'une insurrection dans un pays. C'est-à-dire que si tu ne manges pas 3 jours si tu ne manges pas 3 fois par jour, je dis 3 jours parfois, je suis dyslexique, si tu ne manges pas 3 fois par jour, eh bien, tu vas avoir un problème. Et si tu ne manges pas pendant plusieurs jours, tout le monde va avoir un gros problème. Donc, c'est un métier essentiel, délaissé, qui mériterait d'être remis au goût du jour et pour lequel je pense qu'il y a un énorme boulevard justement pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire la plupart des gens s'en désintéressent alors que tout le monde devrait bien plus s'y intéresser, bien plus que ce que l'on peut imaginer. Bref. Je comprends qu'il soit stressé, c'est pas facile de pitcher, surtout en plus quand on est agriculteur. C'est à la fois le métier qui ne donne pas l'habitude de le faire, mais en plus, je pense qu'on est dans un cadre et on évolue dans un quotidien où, je ne dis pas que les agriculteurs ne parlent pas entre eux, mais aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup d'agriculteurs ont quand même un quotidien
pas de solitude, mais sans grande discussion. Chacun travaille dans les champs, il n'y a pas matière à énormément… Enfin, on parle, mais on parle à des moments précis et quand chacun fait son travail, on est un peu seul avec soi-même. Voilà, c'est un métier manuel, un métier solitaire dans le sens où on est seul avec soi-même et où on peut aller travailler au champ à plusieurs. Et encore, ça dépend des tailles d'exploitation. Tu as des exploitants qui sont seuls. Et je pense, moi personnellement, par exemple, tu vois, d'ailleurs c'est un sujet dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec des amis. On parlait des petits agriculteurs et je disais qu'aujourd'hui, les petits agriculteurs sont ceux qui souffrent le plus. Et tu vois, par exemple, ça c'est un vrai problème. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de petites exploitations parce qu'en fait, elles périclitent, elles ne font pas le chiffre d'affaires nécessaire. Enfin bref, elles ont des problèmes structurels. Et tu pourrais très bien proposer une solution pour ces gens-là. Une solution qui leur permette d'exister alors qu'ils ont du mal à exister financièrement et stratégiquement sur le marché tel qu'il est fait. Parce que les marges ne sont pas suffisantes, les prix d'achat sont trop agressifs. Bref, il y a une opportunité entrepreneuriale. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer, mais peut-être qu'ils ont une solution pour leurs confrères et ça serait magnifique. En tout cas, je le souhaite. Bonjour. 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 Moi, clairement, j'avais tout mon corps qui tremblait. J'avais qu'une envie, c'était de retourner chez moi, en courant. Ouais, je savais plus où j'habitais. C'était horrible, vraiment horrible. Je m'appelle Jean-Sébastien et j'ai 33 ans. Je m'appelle Marine et j'ai 29 ans. Nous sommes agriculteurs et fondateurs de la marque La Paille d'Eau. Nous développons nos pailles à boire en paille de seigle bio, 100% naturelle, sans transformation, ni produits chimiques. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous demander d'investir 50 000 € pour 15% des parts de notre société. Notre histoire, c'est avant tout l'histoire de deux passionnés d'agriculture. Nous sommes aujourd'hui à la tête d'une petite exploitation familiale d'une 50aine d'hectares, malheureusement trop peu pour nous faire vivre à deux. Notre quotidien est une grande source de stress. On est dans l'obligation de nous diversifier pour survivre. La paille d'eau est devenue pour nous indispensable. Ce projet doit nous permettre de vivre de notre métier en famille, ce qui est notre principal objectif. Si vous ne nous aidez pas aujourd'hui, nous aurons beaucoup plus de mal à nous implanter avec la paille d'eau. Nous manquons de connaissances, de contacts et de moyens humains. Devant les investisseurs, il y a tout qui me remonte. On avait des factures en retard, on n'avait plus de trésorerie et il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose pour que ça continue. C'était quitte ou double, soit ça s'arrêtait, soit ça continuait. On avait un peu atteint nos limites de capacité pour aller plus loin. Notre premier projet sont les pailles à boire. Cependant, nos idées ne s'arrêtent pas là. Sur une vision plus long terme et plus globale, nous aimerions remplacer le plastique et le carton par du végétal. Si vous souhaitez soutenir un modèle d'agriculture française différent, aidez-nous à donner vie à la paille d'eau pour en finir avec le carton et le plastique. Je savais que j'allais être jugée et ça, c'est pas facile de se mettre en face de nous-mêmes et de se dire les gens vont vous dire vraiment ce qu'ils pensent. Il y a des fois vraiment, je t'assure, j'aime vraiment pas avoir raison. On est typiquement dans ce dont j'ai parlé, tu vois. Aujourd'hui, il y a énormément d'agriculteurs qui sont dans cette situation. Il y a énormément de petites exploitations agricoles qui ne peuvent pas faire face à la situation. C'est un vrai problème dont on ne parle jamais. J'ai parlé de ça parce que quand j'enregistre l'émission, il n'y a pas très longtemps, là, il y a eu encore une manifestation des agriculteurs par rapport à la situation. Et justement, pour t'expliquer le contexte dans lequel j'avais cette discussion, je précisais qu'en fait, les gens qui manifestent, ce sont ces gens-là en fait. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a des très gros exploitants qui, eux, ne manifestent pas, ils n'ont pas de problème. Et c'est compliqué parce que moi, je n'ai pas de jugement à avoir sur les uns et les autres. Je suis quelqu'un qui te pousse toujours à grossir. On ne cherche pas, bien évidemment, à grossir au détriment des autres, mais on ne va pas se mentir. Il y a toujours des gagnants et des perdants dans une situation donnée. On est dans une économie qui n'est pas une économie à somme nulle. Même si dans cette économie qui n'est pas une économie à somme nulle, il y a des marchés, des situations où la somme est nulle. Alors juste j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une économie à somme nulle. En fait, l'économie à somme nulle, c'est quand des gens croient que si le riche est riche, c'est parce qu'il prend de l'argent aux pauvres, ce qui est complètement faux. Puisque très souvent, dans la société dans laquelle on vit, les riches sont riches grâce au crédit. Le crédit, c'est de la création monétaire. La création monétaire, effectivement, elle va affaiblir une monnaie, mais elle ne le fait pas justement en prenant de l'argent aux autres. Donc certes, communément, on s'affaiblit quand des gens comme moi continuent à emprunter. Je suis d'accord, je ne le nierai jamais. Peut-être que j'emprunte pour un ensemble de personnes qui n'empruntent pas. Mais comme de toute façon, ils ne le font pas, je n'ai pas la sensation de prendre de l'argent à qui que ce soit. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que comme j'emprunte, comme beaucoup d'autres de mes congénères, parce que je ne suis pas le seul à le faire,
eh bien, en fait, j'affaiblis la monnaie globale que nous utilisons tous. Je contribue à l'affaiblissement de la monnaie. Mais quand je dis que j'y contribue à l'échelle locale, là où l'État, avec son ingérence, le fait à l'échelle internationale. Bref, je ne cherche pas à minimiser ma position. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tu es dans une société où tout le monde emprunte, à commencer par ton État. Et malheureusement, si ton État emprunte, tu dois emprunter. Alors certes, c'est une fuite vers l'avant. Tu peux te dire, mais attends, mais si tout le monde le fait et que personne n'arrête la machine, ça ne s'arrêtera jamais. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas de se dire, ça ne doit jamais s'arrêter. C'est de se dire exactement ce que se disent ce couple de jeunes. C'est moi, j'ai une exploitation aujourd'hui, elle ne produit pas les ressources nécessaires pour que nous puissions tous en vivre. Sachant qu'en plus, c'est une exploitation familiale. Donc, je dois aller chercher de nouvelles ressources pour alimenter ma machine et permettre qu'elle nourrisse tout le monde. Et en réalité, tu n'as pas d'autre solution. Le crédit n'est pas obligatoire puisque regarde, là, ils ne vont pas faire un crédit, ils vont faire de l'actionnariat, enfin, ils vont faire rentrer des investisseurs en tant qu'actionnaires dans leur société. C'est une forme de prêt, mais ce n'est pas un prêt bancaire. Il n'y a pas de création monétaire. J'utilise l'argent d'un autre pour faire levier. Mais là où je t'emmène, c'est encore plus simple que tout ça. C'est que déjà, je ne veux pas parler de la situation économique, j'en parle suffisamment. J'essaye juste de te montrer que à une situation donnée, il y a des problèmes et qu'à des problèmes donnés, il y a toujours des solutions. Soit cette solution. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, qui ne veulent pas l'entendre, mais tu peux être cette solution. Et d'être cette solution apportera de l'argent dans ta vie. Propose une solution à ces agriculteurs qui ne s'en sortent pas et tu verras que tu vas avoir des revenus en plus. Ignore-les, n'écoute pas ce que je suis en train de te dire, ça ne changera rien à ta vie, mais malheureusement, tu passes à côté d'une opportunité. Voilà. La vérité, elle est discutable, j'en suis conscient, mais je comprends aussi qu'ils soient embêtés de se faire juger parce que d'un côté, déjà, ils doivent se mettre à nu vis-à-vis de leur situation financière, de leur situation générale, et d'un autre côté, ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils ont une exploitation qu'ils doivent faire tourner. Moi, je suis sensible à ce genre de choses. C'est tout à fait le genre d'émission où j'aurais eu envie de financer. Bon, je pense qu'on sait déjà qu'ils vont financer puisque c'est un avant-après. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'idée de créer un nouveau produit pour aller chercher de nouveaux clients, pour aller faire vivre cette exploitation, c'est un bon réflexe. Par contre, comme d'habitude, ce n'est pas de la critique, ce n'est pas du jugement. Hein, mais aller lever de l'argent quand tu as des difficultés financières, ça complique encore plus ta situation. Ce n'est pas un bon contexte pour lever de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas dû le faire. Je ne suis pas en train de dire « vous n'auriez pas dû lever de l'argent ». Je suis juste en train de dire « c'est dommage parce que je pense que leur discours a été un petit peu perverti. Ils avaient une pression supplémentaire alors que s'ils n'avaient pas eu de pression, ça se serait quand même bien passé et je pense que le pitch aurait été mieux. Là, malheureusement, leur difficulté d'exploitation gangrène un peu leur position et c'est compliqué. Et ça, c'est quelque chose que je veux que tu entendes. Moi, je le dis souvent d'ailleurs, réglez d'abord vos problèmes d'argent avant de vous lancer dans des projets. Bien évidemment, j'ai conscience et pour l'avoir vécu, des fois, il faut lancer des projets pour régler ses problèmes d'argent. Mais fais-le si tu n'as pas le choix. Ils ont bien fait de le faire. Mais ce n'est pas facile. Voilà. C'est-à-dire que les problèmes d'argent pervertissent tes choix, pervertissent tes positions, pervertissent tes discours. Ça pervertit tout parce que tu as cette pression lancinante qui t'empêche d'être toi-même. Et c'est tellement dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je milite pour que les gens s'occupent de leur argent. Parce que en ne t'occupant pas de ton argent, c'est le meilleur moyen pour te retrouver dans ces situations-là que je ne souhaite à personne. Le pitch, c'était compliqué. Hein. C'était très par cœur. Vous passez pas beaucoup d'émotions. C'est dommage parce qu'ils sont très stressés. Vous êtes très stressés. Non, mais ouais, mais c'est le moment où il faut pas être stressé. Ouais, eux, leur métier, c'est pas de pitcher, tu vois. Ouais, mais en attendant, ils viennent chercher de l'argent. Donc, on peut pas non plus toujours, les pauvres, ils sont stressés. C'est là que vous devez changer votre vie et il faut être un minimum vendeur. Anthony, c'est vrai que quand on a fini le pitch, il nous a tout de suite clairement clashé. Ouais. Après, avec du recul, on était très concentrés. Ouais, très scolaire. Ouais. Trop. Ce projet, vous le faites pour qui? Vous le faites pour vous? Non, pour nos enfants. Et combien? Deux enfants. Deux petites filles, Ils ont quel âge? 5 et 6 ans. 5 et 6 ans. Notre début de vie a été compliqué à tous les deux. On a eu une enfance difficile et on ne veut pas que nos enfants vivent la même chose. Excusez-moi. Du coup, on essaye vraiment de créer une bulle de confort pour elle et de tout donner, quoi. Mais maintenant, après, ça me provoque toujours autant d'émotions. Donc, le fait qu'on fait ça pour nos enfants, tout ça, enfin, ça me touche.
J'aurais aimé avoir la même enfance que mes filles, c'est ça qui me... Voilà. On n'est pas des entrepreneurs à la base, on est des agriculteurs. On découvre tout ça et on a besoin d'aide, on a besoin de conseils pour continuer à évoluer. On se mettait à nu et on devait raconter nos difficultés, nos réussites, mais aussi nos échecs et pourquoi on avait besoin d'aide. Et c'est compliqué de demander de l'aide. Moi, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on se battra pour arriver. Et qu'on est un investisseur ou pas, on continuera et on se battra pour arriver et aller plus loin et essayer d'améliorer l'environnement comme améliorer aussi notre situation financière. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, si ça avait matché ou pas, si notre produit leur plaisait. Donc oui, effectivement, moi j'espérais qu'il y ait au moins un investisseur qui serait intéressé. Alors, il y a plusieurs choses que je veux que tu entendes et qui sont importantes à mes yeux. La première, c'est que oui, c'est difficile, mais il faut le faire. Comme je dis souvent à ma fille, comme je dis d'ailleurs très souvent, comme je te le dis tout le temps, si tu as peur, c'est que tu dois le faire. Alors oui, ça a été redit après que je viens de le dire, c'est le hasard, hein, mais les difficultés financières t'empêchent de mettre l'énergie là où elle doit être. Je pense que comme il l'a dit, ça t'empêche d'être vendeur, ça t'empêche d'avoir cet aplomb qui va permettre que tu sois finalement performant dans le domaine que tu veux. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution. Il te faut faire les efforts qu'il faut pour t'en sortir. Encore une fois, je suis désolé de te dire ça, mais il ne faut pas se surprendre d'avoir des problèmes financiers quand on ne s'occupe pas de son argent. L'argent, il faut s'en occuper, c'est tout. Je veux dire, c'est pas mal de le faire, c'est pas négatif. C'est trop facile à un moment donné de dire je veux avoir de l'argent, mais je ne m'en occupe pas. C'est trop facile de dire les riches prennent tout l'argent. D'ailleurs, je t'ai fait un petit laïus, mais je le pense vraiment. Personne ne prend l'argent de personne. L'économie n'est pas une équation à somme nulle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 100 € que quelqu'un a plus 100 €. Alors oui, c'est vrai que les dépenses des uns sont les revenus des autres. Mais en même temps, il y a le système des crédits qui permet de faire de l'impression monétaire, qui fait que justement tout le monde ne prend pas de l'argent à tout le monde. Ensuite, il y a la valeur que tu crées et qui attire de la clientèle. Il y a les actions que tu mènes. Quelles actions tu mènes pour changer ton quotidien? Là, ils ont eu le courage, malgré leur situation, de faire ce qu'il fallait. Et on peut dire ce qu'on veut, on peut les juger tant qu'on veut. Aujourd'hui, ils ont mené un projet qui les a amenés là où ils en sont. Et ça, pour moi, ça a énormément d'importance et de valeur et ça doit être mis en avant. Tu ne peux pas ne pas croire, ne pas comprendre qu'à un moment donné, si tu ne poses pas des actions concrètes dans ta vie, il n'y aura pas de résultat. Oui, ça sera dur. Oui, tu vas galérer. Oui, ça va être long. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Tu vas créer de nouveaux problèmes dont tu te serais bien passé. Moi, combien il y a de gens qui me disent « Oh là là, j'ai fait de l'immobilier parce que je t'ai écouté, mais c'est quand même beaucoup de soucis. » Mais j'ai jamais dit que vous gagnerez de l'argent sans rien faire, les gars. Et à un moment donné, tu vas prendre des décisions par rapport à ton patrimoine qui va t'amener sur de nouvelles situations où tu te diras « Ouais, j'ai galéré, mais putain, j'en serais jamais arrivé là si je n'avais pas fait tout ça. » Moi, combien de fois dans ma vie, j'ai pris des décisions qui m'ont amené à de nouvelles situations et où je me retourne et je me dis « Putain, mais heureusement que j'ai investi quand j'avais 23 ans. Heureusement que j'ai fait ça. » Parce que sinon, non seulement je n'aurais pas vécu tout ça, mais surtout, je n'aurais pas les opportunités d'aujourd'hui. Et je te le dis, moi, il y a eu 4 années de ma vie, et d'ailleurs qui sont dans le bouquin, il y a une période de ma vie vraiment que j'ai encore en tête, qui a été extrêmement difficile, où on a eu plein de locataires qui ne payaient pas, où ça a été très dur pendant 4 ans. Il y a eu même cette période encore avant. Là, je parle du locatif, mais il y a eu la période des 2 années aussi où plus personne ne nous finançait. Donc, tu vois, sur 10 ans, il y a bien... sur les 10 premières années d'immobilier que j'ai fait avec ma mère, il y a bien 6 années qui ont vraiment été très dures. 6 ans, c'est long, hein, pour 4 ans de bon. Tu vois, il n'y a même pas la parité, quoi. Et même, je dirais peut-être même 7 ans, parce que je pense même qu'on est plutôt à 2-3 ans sur les périodes de difficiles. Donc, on est plutôt sur 7 ans de galère pour 3 ans de bon. Donc, c'est toujours difficile. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et enfin, je veux le dire aussi, c'est hyper important, il n'y a pas de mauvais métier, il n'y a pas de mauvaise situation, il n'y a rien de jamais qui est négatif. Il y a des gens qui disent et qui croient, je ne sais pas pourquoi, je suis agriculteur donc je ne peux pas y arriver. Oui, mais mon métier ne peut pas me permettre de faire ceci. Oui, mais je ne peux pas faire cela, blablabla. Arrête avec les excuses, arrête.
Il n'y a pas de mauvaise situation. Tu peux toujours t'en sortir, tu peux toujours réussir. La vérité, c'est que ça ne dépend que de toi, des efforts que tu es prêt à faire et, il faut quand même le préciser, de l'intelligence et de l'intérêt que tu portes à la chose. Si tu fais les choses par-dessus la jambe et que tu t'en fous, bien évidemment que ça n'amènera jamais aucun résultat. Mais si tu fais les choses avec la volonté de bien les faire, avec la volonté d'améliorer et de produire quelque chose de cohérent, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Voilà, c'est toujours pareil. Il n'y a que les gens qui ont de mauvaises intentions qui finissent pas par avoir les résultats espérés et toutes les personnes avec de bonnes intentions finissent toujours par y arriver à condition d'être déterminés. Faut pas lâcher. Voilà, tu te rappelleras toujours de ce que je suis en train de te dire. Pendant plus longtemps, surtout au début, il va y avoir plus de passages à vide et de passages difficiles que de bons moments. Mais l'éclaircie vient toujours après la pluie. Tiens bon et tôt ou tard, ça s'éclaircira pour toi. Je veux bien commencer. Bravo pour le courage, la résilience dont vous faites preuve. C'est une histoire qui est compliquée, on le sent, il y a beaucoup d'émotions. Pour autant, ça va être très compliqué pour un investisseur de gagner de l'argent avec le modèle que vous proposez aujourd'hui. C'est clair. Trouvez, selon moi, quelqu'un qui va vous aider. Donc je vous souhaite le meilleur, mais je ne suis pas du tout le mieux placé pour pouvoir vous accompagner dans cette aventure et donc je passe de mon côté. Merci. Allez les bienveillants, c'est le moment. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi Anthony Bourbon dit ça et je vais revenir sur ce que j'ai dit juste avant pour finalement te donner une autre version de ce que j'ai pu dire avant. Tu vas comprendre, t'inquiète pas. On va commencer par pourquoi Anthony Bourbon tient cette position qui peut paraître froide. On peut l'adorer dans certains qui veulent être mon associé pour ses positions tranchées, cinglantes. Là, il est peu loquace, il est assez direct et froid. D'ailleurs, même un peu trop froid par rapport à l'émotion qu'il peut y avoir sur ce qui est proposé. La raison, elle est très simple. Ils vendent des pailles bio. Et en fait, je l'explique dans le livre Devenir riche sans argent, je l'explique un peu partout. En fait, le prix est déterminant dans ton aventure entrepreneuriale. En fonction du prix que tu vends, la vitesse de ton enrichissement est directement corrélée. Et d'ailleurs, elle est corrélée au prix et à ta marge. Il vaut mieux avoir une très bonne marge et un prix modéré qu'avoir un énorme prix et une toute petite marge. Même si, avec l'énorme prix, tu arriveras très vite à des paliers significatifs. Mais le fait est que, en réalité, ce qui compte, c'est la marge, mais le prix a quand même une incidence parce que c'est ce qui va te permettre de générer de l'argent. Donc ça, tu dois le comprendre. Anthony Bourbon est très sensible à ça. Il y a le modèle d'exploitation, mais il y a aussi ce que tu exploites et le potentiel qu'il permet. Et là, le potentiel, clairement, il ne permet pas d'arriver à de très hauts niveaux de rendement. Et on est quand même sur une émission où on a des investisseurs qui cherchent un rendement leur moyen long terme, mais la réalité c'est que c'est moyen terme. Je ne pense pas qu'ils veulent du long terme, je ne pense pas qu'ils veulent du court terme. Je pense vraiment qu'on est sur du moyen terme. On est sur des horizons 5 ans et ce n'est pas avec des pailles que tu peux avoir un horizon 5 ans qui est un intérêt financier pour un investisseur. Donc ça c'est un élément hyper important à comprendre. Peu importe l'aventure dans laquelle tu te lances, sois vigilant sur les prix. Les prix, c'est la vie. Les prix, c'est ce qui fait ton chiffre d'affaires. Là, c'était un peu d'humour. Tu peux rire ou pas, c'est toi qui vois. Maintenant, passons au deuxième point que tu vas comprendre tout de suite. Tout à l'heure, je t'ai dit que dans ta vie, tu vas galérer. Et je veux le dire, dans ta vie, même quand tu crois que c'est fini la galère, ça va te réarriver encore. Et il n'y a pas de moment où tu ne galéreras plus. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire « là, la galère, c'est fini ». Alors si, je vais quand même l'avouer, il arrive à un certain stade où à partir de là, ça commence à être compliqué de vraiment galérer comme au départ. Tu auras des galères différentes, mais voilà, tu ne vas pas avoir tout le temps les galères qu'ils sont en train de vivre ici. Ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont des galères financières qu'ils subissent au quotidien, mais en plus, ils sont en train là maintenant de galérer devant des investisseurs. Et comme ils l'ont dit à un moment donné, se mettre à nu et se prendre comme ça toutes les remarques, c'est très compliqué. Mais la vérité, c'est que c'est très, c'est très formateur. Et ça, tu dois comprendre une chose qui est importante. Tu cherches à te former, tu cherches à t'améliorer et surtout, tu cherches à obtenir des résultats. Je les salue, je salue leur courage. Il y a énormément de gens qui n'ont pas ce courage dans la vie. Et c'est le courage que tu cherches pour obtenir les résultats que tu convoites.
Et ce courage consiste à s'exposer, à se confronter à des avis divergents, à des avis qui ne sont pas les tiens, à des avis qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont te faire te dire « ben oui, peut-être que je me plante et peut-être que je devrais revoir ma copie ». C'est jamais facile, mais ça fait du bien dans la mesure où, et je le précise, derrière tu te remets en cause, tu te poses des questions et tu changes des choses. Si tu ne changes rien, celui qui a un problème, c'est toi. Donc le message, c'est quoi? C'est que dans ta vie, tu auras toujours des galères. Il n'y a pas une vie linéaire où il ne se passe rien. Alors ça existe, hein. Moi j'ai connu des gens qui ont eu la chance d'avoir des vies où il ne s'est pas passé grand-chose, tant mieux pour eux. Et d'ailleurs, souvent ces gens-là font des choix pour éviter d'avoir des problèmes. Mais moi je te souhaite d'avoir des problèmes en fait. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que plus tu règles des problèmes, plus tu grandis, moins les problèmes sont grands, plus ils sont petits. Alors tu débouches sur de nouveaux problèmes qui ont une autre taille, on est d'accord. Mais la vérité, c'est que c'est en réglant ces problèmes que tu avances et en avançant que tu grandis et que tu vas avoir des résultats à l'échelle des problèmes que tu résous. Grand problème, grand revenu. Petit problème, petit revenu. Patrick Magnéto. Bon alors moi je suis pas forcément bienveillante mais je crois en vous. Je crois en vous parce que, un, je trouve que l'idée, elle est intéressante. Et deux, je trouve que vous avez un rêve et vous avez réussi à le mener à bien, quoi qu'il arrive. Et moi, je pense que l'activité agricole, c'est une activité qui est extrêmement importante. Vous l'avez dit, vous êtes capable de vous battre, vous êtes capable d'avoir une idée, de la suivre, vous êtes capable de faire des sacrifices. Et moi, c'est ce que je cherche parce que je pense que dans la vie, on réussit si on est capable de ténacité, de sacrifice. Donc moi, je vais investir et je vais vous donner ce que vous demandez, c'est-à-dire 50 000 € pour 15%. Merci beaucoup. Pour nous, c'était inespéré d'avoir déjà quelqu'un comme Delphine et puis d'avoir un investisseur qui nous dise « OK, on y va ». Je me dis, ça y est, on n'est plus tout seul. Alors moi, je vais faire plus simple. Comme Delphine a investi, moi, je suis prêt à rajouter 20 000 €. Sans pourcentage de capital. Bah, dans les mêmes proportions. D'accord, sur la base de la valo. Okay. Je sais pas, je vais pas calculer. 300 000 de valo, ça fait 333 000 pour être précis. Bah, si Delphine. On va s'arranger avec moi. Enfin, bon, c'est elle la tête et moi, c'est les pailles. Attends, parce que, on n'est pas à l'abri qu'Éric nous coupe la paille sous le pied. Moi, je vous propose 50 000 €, mais je vais vous demander 25% parce que je pense que c'est la vraie valeur de l'entreprise. Voilà, tout ce que vous avez fait, c'est super et j'espère vraiment que vous allez y arriver. Et si je peux y contribuer, j'en serai ravi. Merci. Là, c'est incroyable. Clairement, ouais, c'est incroyable. La pression retombe. Je voulais vous remercier. Je suis désolée d'être aussi émue. Mais C'est merci. normal. Bah non, mais on l'est tous, du coup. On a tous les deux un manque affectif et un manque de reconnaissance de par notre enfance. Et du coup, quand on voit clairement que les gens aient confiance en nous et envie de nous suivre, ça chamboule, quoi. On n'a pas l'habitude et ça fait des émotions, quoi. C'est vraiment des émissions magnifiques, je pense. Et je pense que vraiment, beaucoup de gens devraient les regarder parce que là, tu reçois un message qui se passerait d'ailleurs de mon commentaire, hein, mais je vais quand même, parce que j'aime bien préciser les choses. En fait, tu te rends compte qu'au-delà de toutes les analyses que je peux faire, de valorisation et de ce qu'eux peuvent faire aussi, les investisseurs, de tout ce qu'on peut se dire, de tout ce que moi j'essaye de t'expliquer pour aller plus profond, pour te pousser à passer à l'action, blablabla, tu connais l'histoire. Et tu as là des investisseurs qui, comme je viens de le dire, ont des attentes à moyen terme, en tout cas c'est comme ça que je l'évalue. Et au-delà de tout ça, il y a nos émotions, il y a le fait qu'on soit des êtres humains et il y a ce qu'elle vient de dire, le besoin de reconnaissance. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Je pense qu'il n'y a pas que le besoin de reconnaissance, il y a aussi le besoin de ne pas être seul. Là, ils sont deux, ils sont en couple, ils soutiennent leur famille, leur activité agricole, comme je te l'ai expliqué dans l'émission. Et en plus, c'est vraiment le hasard, je ne savais pas que ça allait partir comme ça, mais il y a énormément d'activités agricoles aujourd'hui qui n'ont pas des tailles suffisantes pour faire face aux charges, aux impôts. Enfin bref, tu connais l'histoire, je ne vais pas te la refaire. Et donc là, on a deux jeunes seuls qui ont besoin d'aide pour passer un cap. Mais la vérité, et je vais te la dire toute crue, c'est qu'on a tous besoin de quelqu'un pour passer un cap. Tu as besoin de quelqu'un pour passer un cap. J'ai besoin de quelqu'un pour passer un cap et je n'ai pas de problème à le reconnaître. On a tous besoin de quelqu'un pour passer un cap. Et la question, c'est qui est cette personne ?
Et la deuxième question qui est encore plus intéressante et que je m'apprête à te poser, c'est combien tu es prêt à payer si je te montrais la bonne personne pour qu'elle t'aide à passer le cap. Non, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, tout a un prix. Alors, tu peux payer cette personne financièrement. Tu peux lui céder des parts de la société que tu as déjà. Tu peux la rémunérer de la manière que tu veux. Mais quelle est la valeur du service que cette personne va t'apporter qui va permettre à ce que tu franchisses une étape importante du développement de ton idée, de ton entreprise, de ton chiffre d'affaires, de ce que tu veux? Quelle est la valeur de ce truc-là? Moi, je vais te le dire comme je le pense. Ça n'a pas de valeur. Et je vais aller plus loin que ça. Je vais te donner une expression anglaise que j'aime beaucoup qui est « on va payer pour voir ». Moi, je vais te donner un conseil que j'applique à moi-même. Essaye des choses, paye pour voir. Paye un service. Moi, j'aime bien les accompagnements de coaching pour ne rien te cacher. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en propose aussi. Parce que finalement, c'est un moyen de payer pour voir. Et je trouve que c'est un moyen assez sain de payer quelqu'un pour voir le résultat. C'est-à-dire, tu dis « je te paye ». En échange du « je te paye », la personne te fournit déjà un service. Et si le service te convient, tu peux aller plus loin après avec la personne, avec les autres services qu'elle propose. Et je te repose la question, quel est le prix de cet accompagnement? Là, on est dans une émission où les personnes, ou les intervenants, ou les héros de l'émission proposent des parts de leur société pour une valo qui est souvent discutée au travers de mécaniques mathématiques que je t'explique, mais que tu comprenais sans moi ou que tu comprends grâce à moi. Peu importe, on s'en fiche, c'est vraiment pas important. Mais la finalité, c'est qu'il y a tout un système autour de l'émission, sauf qu'il y a un élément qui est jamais assez mis en avant, c'est qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin d'autres êtres humains pour aller de l'avant, pour se développer, bref, pour faire en sorte que les choses avancent pour nous. Et je te repose une dernière fois la question parce que je veux que tu te la poses cette question. Combien vaut un service que quelqu'un te fournirait pour t'aider à passer à l'étape supérieure? Tu gagnes 3 000 € par mois, tu payes un service, fixe-toi un prix dans la tête. Tu payes un gars et il t'aide à gagner 6 000 € par mois. Tu gagnes 6 000 € par mois, tu payes un gars et il t'aide à gagner 12 000 € par mois. Combien tu payes pour ce service? Je te pose la question. Je n'ai pas de réponse à te fournir. Ce que j'essaye simplement de te montrer, c'est que 1, ça a une valeur, que 2, c'est nécessaire d'avoir des gens autour de toi qui t'aident à avancer et que 3, bien évidemment, comme d'habitude, si tu ne passes pas à l'action, tu peux réfléchir tant que tu veux, hein, il ne t'arrivera jamais rien. Malgré l'émotion, Marine et Jean-Sébastien avaient intelligemment négocié la première proposition des investisseurs. Alors, on est prêt à vous faire une contre-offre. Et ce qu'on voudrait, c'est que vous vous associez tous les trois. On a juste besoin de plus d'accompagnement. Okay. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez dans ce cas, juste de 8% chacun? Alors? Oui, c'est bon. On accepte. Super. Ah oui, bravo. Marine et Jean-Sébastien avaient au final obtenu un très beau deal de Delphine André, Éric Larchevêque et Marc Simoncini pour un montant de 70 000 € contre 24% de leur société. On est sortis, on ne comprenait pas en fait ce qui venait de se passer. On savait que ça allait changer notre vie, mais sincèrement, on ne pensait pas autant. Alors déjà, ce que j'adore, c'est que bien évidemment, ils ont eu l'intelligence d'accepter et de découper leur société. Alors, je vais la refaire parce que peut-être que tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Ils ont eu l'intelligence d'accepter et de découper la société. Moi, c'est ce que je t'invite à faire. Pour faire écho à la question que je te posais à l'instant, on est quand même dans des émissions où, comme tu peux le voir, les montants demandés restent raisonnables par rapport à la plupart des valos qu'on entend sur ces dernières, sur les dernières émissions qu'on a pu avoir. On avait des valos qui étaient un peu folles. Ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que vraiment, comme ils l'ont dit d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a plus besoin d'accompagnement que d'argent. Et la vérité, elle ne va pas te plaire. Parce que la réponse, je ne te la donnerai pas tout à l'heure. Je ne te donnerai pas le prix. Parce que je crois que le prix, il est personnel pour chacun d'entre nous. Par contre, ce que moi je vais te dire, qui est assez froid, assez peut-être difficile à entendre, c'est qu'on a tous besoin de quelqu'un. Hein. Je te le répète encore une fois, mais personne ne peut y arriver seul. Donc si tu es encore à réfléchir sur le prix, à te dire « Ah, mais ça coûte trop cher », mec, tu n'as rien compris en fait. Tu n'as rien compris. On a tous besoin de quelqu'un pour avancer. Voilà. La question, c'est juste à quel moment tu le comprends. Et plus tard tu le comprends, plus tu perds de temps dans l'avancement de tes projets. Après, pour le reste, c'est toi qui vois. Donc, je suis très heureux, c'est très émouvant et je pense que la suite va être impressionnante. Donc là, à partir de là, maintenant, on va voir l'après. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en l'occurrence, sur cette société, on pense, on sait qu'ils ont été financés.
Donc, dans quelle proportion, comment, j'en sais rien, mais on va le découvrir ensemble. Le soir de la diffusion de l'émission, on a eu plus d'1 millier de commandes sur notre site internet. Ça a été vraiment un chamboulement, même un coup de massue. Et on ne pensait pas qu'il allait y avoir autant d'engouement. On a participé à plusieurs concours et trophées et on en a gagné certains. Et on est du coup enfin reconnus pour ce qu'on fait. Ça a été vraiment une vague d'amour et d'affection et vraiment aussi de la part des agriculteurs. On a eu beaucoup de messages d'agriculteurs qui ont été fiers qu'on représente leur métier et qui nous ont dit qu'on l'avait bien fait. Et ça nous a touchés aussi. On est content d'avoir fait ça. Bon, alors comme tu peux le voir, eh bien forcément, on attire à soi les gens qui nous ressemblent et c'est bien normal. Bon, effectivement, moi je suis hyper content que dans cette émission, on ait vu des agriculteurs parce que c'est un métier tellement noble, tellement important dans notre vie que je trouve très triste qu'il n'y ait pas plus de représentants de ce métier-là et de gens qui innovent dans ce domaine. Et d'ailleurs, je te lance la balle, à toi de la choper au bon, mais tu peux très bien aller innover dans l'agriculture. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans l'agriculture. C'est mon opinion, mais j'en suis quasiment convaincu. Comme je te l'ai dit, je le répète depuis le début de cette émission, parce que la répétition est la base de l'apprentissage, n'est-ce pas? Il y a énormément d'agriculteurs qui ont du mal à vivre de leur exploitation parce qu'elles sont trop petites. Voilà, j'insiste, tu vois, pour que tu comprennes que si tu proposes une solution qui permet à ces agriculteurs d'exploiter leur surface, de l'optimiser ou quelque chose comme ça, ou d'avoir des services associés, enfin bref, je te laisse y réfléchir, tu tiens quelque chose, je dis ça, je dis rien. Donc, ce qui est intéressant, comme d'habitude, c'est que tu te médiatises, c'est l'art de savoir faire parler de soi et en se faisant voir ce qui n'est pas dans notre culture très habituel, n'est-ce pas? Eh bien, tu attires à toi des clients, de la visibilité qui ont un impact parfois négatif, parfois positif, mais globalement, quand tu les écoutes, tu te rends compte que c'est positif. Et donc ça aussi, je suis obligé de te le dire, mais apprends à communiquer. À l'ère des réseaux sociaux, tu dois apprendre à communiquer de tous les moyens possibles et tu as tous les outils nécessaires. Aujourd'hui, je te le répète dans beaucoup d'émissions, ton téléphone, est-ce qu'il te sert à gagner de l'argent ou à regarder des choses? Voilà, je dis ça, je dis rien. Fais ce que tu veux, mais apprends à communiquer, mets-toi en avant. Voilà, tu as une entreprise, tu m'écoutes. Communique sur les réseaux sociaux. Tu es salarié, tu m'écoutes. Communique sur les réseaux sociaux parce que tu vas donner de la valeur à ton travail, à moins que tu aies un travail qui dénigre ou qui refuse ta présence sur les réseaux sociaux. Mais 90% du temps, tu arriveras à le valoriser. Donc fais-le et comme eux, tu verras que c'est forcément bénéfique. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de leurs 3 nouveaux associés. Et aujourd'hui, c'est Éric Larchevêque qui vient leur rendre visite quelques mois seulement après leur deal passé en plateau. Bonjour. Bonjour. Oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Ouais, super. Vous êtes déjà au boulot là, ça arrête pas? Ça y est, on commence, on fait la ration pour les chevaux. Alors, si on fait un petit peu le point, depuis qui veut être mon associé, comment ça a impacté votre quotidien? On est beaucoup reconnus dans la rue, donc ça a changé. Après, on garde les pieds sur terre. Mais cette visibilité, ça nous a permis d'être devenus ambassadeurs de la Normandie. Donc on est invité à différents événements pour promouvoir l'entrepreneuriat normand, entre autres. Comment a évolué la demande? La demande des particuliers, on en a toujours une petite, mais par contre, ça a complètement inversé par rapport au lendemain de l'émission. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup de professionnels, environ 80 à 90%, et le reste en particulier. Et la plus grosse commande qu'on ait eue, c'était 10 000. Ouais. Pour un restaurant en Bretagne. Alors c'est pas du tout une critique, mais je vais quand même mettre en lumière un élément que j'ai peut-être jamais abordé, mais quoique sûr, on en parle. Mais l'émission en soi est un amplificateur et elle a des conséquences sur les sociétés. Et là-dessus, il y a un élément un peu, je dirais, pas très fair-play, puisqu'en fait, quand tu es investisseur, à qui veut être mon associé, et que tu as devant toi quelqu'un qui te pitch, tu prends des parts dans la société sur une émission qui est préenregistrée et tu sais qu'à la diffusion, il va y avoir un pic de consommation sur la société qui est mis en lumière en l'occurrence. Et du coup, pour moi, il y a quand même, je ne sais pas si tu vois, mais les dés sont un petit peu pipés. Et là, je ne sais pas pourquoi je m'en rends vraiment compte. Alors, je suis très content pour eux parce que là, pour le coup, ils le méritent, et, etc. Ce n'est pas une critique en soi. Mais je suis en train de percuter, en fait. Je suis en train de me dire, mais en fait, ils ne prennent pas vraiment de risques. Parce que le contexte dans lequel est fait l'émission
Et ce que ça apporte garantit quand même l'année où ils prennent les positions dans l'entreprise un certain chiffre d'affaires. Alors, en l'occurrence, qu'il s'agisse de Éric Larchevêque ou Marc Simoncini, même des autres, je ne les vois pas sortir aussi secs de la société. Je ne pense pas que tu prends des parts d'une entreprise pour ressortir aussi vite que ce que tu es rentré, surtout de sociétés comme celle-ci. Mais enfin, je tiens quand même à le souligner, c'est vrai que il y a quand même un côté augmentation naturelle due à l'effet télé des commandes sur la personne qui pitch à l'émission, tout en sachant que je veux aussi le préciser parce qu'il faut que je sois moi fair play, par contre c'est important. De toute façon, ils ne peuvent pas vraiment sortir puisque tout se passe la même année et que donc l'argent rentre en même temps que les commandes augmentent. Donc finalement, bon, j'ai envie de dire presque, c'est normal, mais bon. Voilà, je voulais le souligner, donc c'est bien que les commandes aient explosé et la télé, la communication leur a permis d'aller toucher une autre clientèle qu'ils n'avaient pas forcément et comme une clientèle satisfaite en entraîne une autre, ça amorce une pompe qui ne peut être que positive et qui m'incite à te remettre une seconde couche sur le fait d'apprendre à communiquer. Aujourd'hui, tu as vraiment les outils de communication dans ta main avec ton téléphone et pas d'excuses pour ne pas t'en servir. Donc apprends à t'en servir. Il y a tous les outils nécessaires pour ça, y compris sur Internet. Donc je ne vais pas me répéter, mais tu dois utiliser ton téléphone pour communiquer. Patrick Magneto. Lorsqu'on s'est présenté devant les investisseurs, notre chiffre d'affaires pour l'année 2022 était de 1 500 €, ce qui représente environ 6 000 pailles vendues. Ce qui est vraiment anecdotique. Alors, quelles sont les perspectives de revenus? On pourra dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Sur l'année 2023. Ok. Ça, ce serait effectivement une très très belle performance. Oui. Sachant qu'on ne se tire pas de salaire de la paille d'eau, parce qu'on a fait le choix de garder de la trésorerie, d'être prévoyant et de tout réinvestir dans les nouveaux projets. Et parmi leurs nouveaux projets, l'achat de machines à découper, l'occasion pour Éric de les découvrir. Donc en fait, c'est très simple. On a un canon où on insère la paille. Et ensuite, on a un mètre. Donc là, on est réglé à 19 cm pour faire nos pailles. Et il suffit de pousser le canon sur une lame et ça nous découpe les pailles. D'accord. Et ça découpe vraiment bien, ça écrase pas comme avec les ciseaux, les problèmes que tu avais avant? Ouais, justement, ça nous fait une très belle découpe, propre, nette. Il n'y a pas de pliure, pas de cassure. Et c'est très régulier. Parfait. Alors avec cette machine, tu peux faire combien de pailles à l'heure? Là, on est au tout début, on la prend en main, donc on est entre 300 et 400 pailles à l'heure. Mais elle est vendue pour au moins 500 pailles à l'heure. On va environ 10 fois plus vite avec cette machine-là qu'avec nos ciseaux. D'accord. Est-ce que, Eric, tu veux essayer de faire ta propre paille? Ah bah oui, avec plaisir. Je t'en prie. Alors, ok, le nœud, et en fait ça coupe... Voilà, ça coupe dans le trou là. Eh ben c'est parfait, on va pouvoir t'embaucher, Eric. Bah écoute, ça a l'air pas mal du tout, hein. Franchement c'est sympa à faire. Je vais peut-être venir passer mes vacances chez vous à couper des pailles, hein. Je crois que ça va me faire du bien ça. C'est très zen. Ben dis donc, 1 500 € à 100 000 €, on est sur quasiment un x 100. Il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut te permettre de faire des coefficients aussi dingues. Bon après, ce qui est impressionnant, c'est aussi le fait qu'ils fassent eux-mêmes leur paille. Là, on est sur de l'artisanat complet, hein. Donc bravo à eux, franchement, de la production au façonnage finalement de la paille. J'avais pas compris qu'ils faisaient ça au ciseau et donc ils ont investi dans une machine à paille. Ce qui est intéressant, c'est les quelques mots que tu as entendus. Donc ils n'ont pas prévu de se prendre de salaire, ça il faut vraiment l'entendre. Et c'est cet élément-là qui cristallise en fait toutes les problématiques qu'il peut y avoir entre les riches et les pauvres, même si je n'ai jamais cru, tu le sais, même si j'en joue beaucoup, je n'ai jamais cru à cette notion de différenciation entre les riches et les pauvres. Ce que tu viens d'entendre là, c'est ce qui cristallise l'incompréhension qu'il peut y avoir entre les gens qui finissent par avoir de l'argent et les gens qui n'en ont pas. Là, on a un couple qui est prêt à ne pas se rémunérer pendant des années pour lancer son entreprise. Imaginons, on va faire une petite projection, toi et moi, rapide, amusante, juste pour qu'on se comprenne. Imaginons que l'entreprise, elle explose, ils font des millions d'euros, ils ont des salariés, ils font des pailles pour le monde entier, enfin un truc de dingue, tu vois. Et un jour, l'entreprise a des problèmes et ils licencient. On les traitera de méchants riches. Sauf que ce sont ces mêmes personnes qui, au départ, n'auront pas pris de salaire, auront, à la force du poignet, fait grossir cette entreprise. Et il y a un moment donné, ces mêmes personnes-là seront capables, dans les moments difficiles, de prendre des décisions difficiles et de faire les sacrifices nécessaires dont parlait Delphine pour atteindre les objectifs qui se sont fixés.
Et ça, cet élément-là, alors ça ne doit pas justifier toutes les ignominies du monde, mais ça ne peut pas être non plus mis au rebut quand ça arrange ceux qui disent « Ah, regardez, ils prennent beaucoup d'argent ». Le problème, c'est la relation entretenue avec l'entreprise, la façon dont elle a été constituée, les investissements et sacrifices qui ont été faits pour l'amener au point où elle en est, la société, on est d'accord? Et ça, il y a trop de gens qui l'ignorent, en tout cas qui ne veulent pas le considérer et qui font comme si ça n'avait jamais existé. Mais tu peux pas en fait, tu peux pas arriver et dire « Ah non mais il a jamais fait d'efforts, c'est pas vrai, l'entreprise sans les salariés n'existerait pas. » Ben non en fait, toute entreprise elle a commencé et au départ elle a été poussée comme celle-ci à la force du poignet, à la force de la détermination, au travers de sacrifices et de moments difficiles pour la mener à un point de rupture où elle a pu embaucher, se développer et vivre sa vie. Mais jusque-là, comme un enfant, il y a toute une phase où ce sont toujours les mêmes qui font les sacrifices et les efforts. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que en fait, ce que tu vois là est un processus normal dans une entreprise qui se développe. Et pour qu'elle se développe, il faut accepter de réinvestir. Et tu noteras qu'il y a beaucoup de gens qui réinvestissent tous leurs bénéfices jusqu'à ce que l'entreprise atteigne ce qu'on appelle un point critique, un point de bascule à partir duquel elle génère suffisamment d'argent pour employer, se déployer et vivre sa propre vie. Bon bref, moi je trouve que ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. L'entrepreneuriat n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est une aventure à vivre formidable que je te souhaite de vivre en famille parce que je pense que c'est le mieux. Et Eric n'est pas au bout de ses découvertes, puisque le couple a d'autres innovations en tête. On a beaucoup de déchets, de découpes de paille, donc parce que sur la tige, on a que la moitié en fait où le diamètre est bon. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être les valoriser pour pouvoir créer un carton 100% végétal. Donc ce biomatériau, c'est plutôt pour faire des assiettes ou des gobelets à usage unique? En termes de business, le marché il est énorme parce que ça n'existe pas comme produit. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont sur la bonne voie parce qu'ils ont investi dans de nouveaux projets de diversification. C'est pas juste les pailles, mais les biomatériaux, la possibilité de vraiment valoriser l'ensemble des déchets du seigle qu'ils ont. Et ça dénote un véritable esprit entrepreneurial. Là, on passe vraiment à la vitesse supérieure. Et tout ça en continuant d'exploiter la ferme. Donc bravo, hein, félicitations, vous êtes super bien débrouillés. On voulait te remercier pour l'accompagnement, tu as été notre père dans cette folie. Et tu nous as permis de prendre les bonnes décisions. Grâce à l'émission, maintenant, on n'est plus seul, on est accompagné et ça fait toute la différence. Qui veut être mon associé a changé notre vie. Ah mais ça je le crois complètement que ça doit changer ta vie parce que comme ils disent, ils voulaient de l'accompagnement, ils ont eu de l'accompagnement et c'est grâce à cet accompagnement qu'ils vont pouvoir avancer plus vite. Parce que Éric Larchevêque, Marc Simoncini et même Delphine ont la capacité de vraiment les accompagner aux différentes étapes de la société. Et le fait qu'ils aient pensé à se diversifier, comme dit Éric, ça montre la diversification et ça montre aussi qu'ils ont le souci de rendre cette activité pérenne. Ce que je veux te dire et qui est très important, c'est que tu dois avoir cet état d'esprit. Dans ce que tu fais, tu dois observer ce que tu fais et voir tout ce que tu peux tout le temps optimiser et comment finalement ce que tu fais peut nourrir ce que tu fais déjà. Alors attends, je vais te le dire autrement parce que comme ça on va se comprendre. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique dans mon livre Survivre à une crise financière. Tu dois avoir des activités qui se complètent et pas qui s'opposent. Et tu dois donc du coup avoir des activités qui se nourrissent l'un l'autre et que finalement quand tu travailles dans l'une, ça bénéficie à l'autre et quand tu travailles dans l'autre, ça bénéficie à l'une. En gros, par exemple, on va prendre son cas à eux. Eux, ils ont une exploitation agricole. Dans l'exploitation agricole, ils ont regardé avec quoi ils pouvaient créer des pailles bio. Et avec les déchets des pailles bio, ils se sont dit, tiens, on peut même faire des gobelets puisqu'on fait déjà des pailles. Et donc là, tu te rends compte qu'avec ce qu'ils ont déjà, ils optimisent encore et encore ce qui est à leur portée. Et la vérité, et ça c'est quelque chose que je constate très souvent avec ceux qui vont avoir plus d'argent par rapport à ceux qui en ont moins, c'est que ceux qui ont plus d'argent, ils ont une capacité à optimiser ce qu'ils font supérieure à ceux qui en ont moins. Alors le tout n'est pas de penser tout le temps à l'argent. Le tout, c'est d'être observateur dans tes comportements au niveau de ton travail et de faire en sorte que quand tu produis un effort, tu puisses le démultiplier. En gros, que l'activité que tu as, elle puisse servir pas qu'à un seul élément, pas qu'à une seule activité. Je ne sais pas si je suis clair. J'essaye de faire de mon mieux sur ce coup-là.
En tout cas, je trouve que c'est assez logique cette manière de penser. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Pour te donner d'autres exemples par rapport à tout ça, c'est tu vas avoir des gens qui ont beaucoup d'argent qui vont utiliser l'une de leurs passions au travers de leur entreprise. Parce qu'en fait, ils vont avoir une passion, ils ont une société et ils ont cette passion d'un côté, cette société de l'autre et ils essayent de faire une jonction en se disant, bah tiens, pour te faire un exemple, moi dans mon entourage, je connais une histoire, alors qui ne concerne pas un ami à moi directement, mais un membre de sa famille. La personne, elle avait une usine et cette personne, elle avait la passion de l'aéronautique. Et du coup, elle a utilisé son usine pour produire un produit nécessaire à l'aéronautique. Et du coup, elle a créé comme ça une nouvelle activité dans sa société parce qu'elle était passionnée donc de bateaux, tout ça, tu vois. Et je trouve que c'est hyper intéressant finalement d'entendre ce genre d'histoire parce que tu te rends compte que en fait, tu as une activité, tu as des passions dans ta vie et tu peux créer des ponts comme ça. Et si tu arrives à créer ces ponts, tu vas démultiplier tes résultats et là, tu vas encore atteindre de nouveaux sommets. Donc, n'hésite jamais à le faire. On a tous comme ça plusieurs cordes à notre arc. Il n'y a pas de mal, il n'y a rien qui t'interdit d'exploiter ta passion, ce que tu fais déjà. Voilà. C'était le message que je voulais t'envoyer pour finir. En tout cas, cette émission était magnifique parce qu'on voyait un petit peu l'après qui veut être mon associé. On les suit un petit peu après leur accompagnement et aussi parce qu'on voit des agriculteurs et c'est vrai que je le redirai jamais assez dans cette émission, mais il y a quelque chose à faire avec les agriculteurs. Il n'y a pas assez de gens qui vont innover dans ce métier-là. Donc, innove dans l'agriculture et tu auras un boulevard pour ton entreprise devant toi. Et c'est ce que je te souhaite. Like, partage. J'espère que tu passes de bonnes fêtes. Alors normalement, si je ne dis pas de bêtises, quand tu vas écouter cette émission, nous serons lundi 30 décembre, dans quelques jours. Tu vas réveillonner, donc je te souhaite un joyeux réveillon et je crois que c'est de circonstance. Nous nous reverrons l'année prochaine. Sinon, en attendant, tu peux trouver mon livre sur Amazon, tu tapes riche, ça s'appelle Devenir riche sans argent, il apparaît en première page si tu tapes riche. Tu tapes crise financière avec ou sans accent, il apparaît aussi en première page ou alors tu vas sur immobiliercompagnie.com et là tu vas pouvoir accéder à mes coachings en ligne, mes formations, enfin bref, je ne suis pas inquiet, si tu te mets à chercher, tu vas trouver et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!